toutes et à tous. Merci d'être encore très nombreuses, très nombreux, à la fois sur nos réseaux sociaux, sur latribune.fr et ici à l'Hôtel de Ville de Paris, pour cette avant-dernière séquence d'une très belle édition du Forum Paris Zéro Carbone. Nous recevrons dans une demi-heure, donc restez branchés, stay tuned, comme on dit en anglais. Le ministre de la Transition écologique, Christian Bichu, sera là, sera interrogé face à des jeunes avec Jean-Christophe Tortora, le président de la Tribune. Donc on compte sur vous pour rester jusqu'au bout parce qu'il a pas mal de choses à nous dire et les jeunes ont beaucoup de choses à nous dire. Alors cette avant-dernière table ronde, elle est assez politique en fait. On a voulu l'intituler « Notre société craquera-t-elle avant la planète ?» On a beaucoup parlé depuis ce matin à la fois du problème et des solutions. Pour en parler et pour essayer de se poser cette question qui me semble assez légitime, puisque la justice sociale est évidemment au cœur de la transition écologique. Nous avons la chance d'avoir avec nous, en commençant par ma gauche, Patricia Criffo. Vous êtes économiste et professeur à l'école polytechnique. Vous êtes déjà venu parler souvent chez nous. Merci d'être là. À côté de vous, nous avons un élu, Michel Bisson. Vous êtes le maire de Lieusaint. Vous êtes président de l'agglomération Grand Paris Sud, cher à mon cœur, parce que je suis un peu au sud du sud, mais pas loin, et coprésident de la commission politique de la ville et cohésion sociale de France Urbaine, qui est notre partenaire. À vos côtés, vous l'aurez reconnu, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, pour parler de à la fois la société, la transition écologique et de justice sociale. C'était important de vous avoir, Laurent. Merci d'être là. Et enfin, on a invité un jeune entrepreneur de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, Yann Lemoine. Vous avez fondé une entreprise de l'ESS qui s'appelle Les Biens en commun. Vous en parlerez tout à l'heure puisque vous avez pris des initiatives tout à fait intéressantes justement pour essayer de changer notre façon de penser, notre façon de consommer, notre modèle économique. Je vais peut-être commencer avec vous, Michel Bisson, peut-être pour vous demander, le débat, il est en fait d'abord l'écologie et la démocratie. Comment les concilier? On dit souvent c'est l'écologie et l'économie, mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas l'écologie et la démocratie qui est au cœur de la question qui nous est posée? Il y a eu les Gilets jaunes, beaucoup sont venus d'ailleurs du Grand Paris Sud, hein, sujet de la voiture, de la place de la voiture. On sait qu'autour de Melun, il y avait beaucoup de ronds-points et c'est un peu parti de là. Après, ça évidemment essaimé dans toute la France. Ce n'est pas forcément pour rien. Et le débat n'était pas que celui du pouvoir d'achat, c'était aussi le débat sur, d'une certaine façon, il fallait que les efforts soient partagés par tous. On a un sondage ce matin qui est fait par l'IFOP, vous pourrez le regarder, qui dit exactement ça. Les gens sont prêts à des efforts, mais il faut que tout le monde fasse un effort et que l'effort soit proportionné. La transition écologique doit être sociale, sinon elle sera autoritaire. Voilà, je crois que c'est peut-être ça qui résume ce que vous venez très bien de dire. Et peut-être faut-il que nous ayons conscience, bien sûr, du réchauffement climatique et de la nécessaire transition écologique. Je pense que c'est unanimement partagé, mais aussi conscience de tous les mouvements de société et des mouvements de société qui peuvent être internationaux et qui, évidemment, alimentent les réactions que l'on connaît aujourd'hui. Au-delà du réchauffement climatique, ce que nous vivons aussi, c'est une révolution féministe qui, évidemment, nous engage à une déconstruction du patriarcat. Troisième élément, qui me paraît essentiel. Pardon, je suis complètement d'accord avec vous, mais vous pouvez développer? Pourquoi? J'y viens. D'accord. Troisième mouvement, c'est le mouvement des droits sociaux qui prend de l'importance. Donc c'est le mouvement MeToo en France, mais c'est ce qui se passe en Iran. Et puis, quatrième élément qui, lui, est évidemment un peu plus français, en tous les cas un peu plus européen, c'est celui de l'évolution de l'emploi. Évolution de l'emploi avec cette désindustrialisation qui, si je caricature ou si je simplifie les choses, provoque aujourd'hui, en gros, deux types de métiers. Des métiers à haute valeur ajoutée qui progressent, et puis des métiers à modeste valeur ajoutée qui, eux, progressent aussi. Et entre les deux, évidemment, il y a un trou. Et ceci, évidemment, génère un certain nombre d'inégalités. Et si je prends une inégalité, non pas de revenus, mais une inégalité de santé, entre les 5% des personnes, je dirais, les plus aisées et les 5% les moins aisées, il y a 13 ans d'écart de vie. Voilà, donc c'est tout simplement extrêmement important. On vit donc, compte tenu de tout cela, une période qui est une période de turbulence, une période d'ébullition, une période de mutation, à la recherche donc d'un nouveau paradigme que collectivement, je crois, chacun évidemment doit intégrer. Ce changement de paradigme provoque
évidemment, doit provoquer des évolutions. Doit provoquer des évolutions en matière de droit. Et je pense que le droit de la terre, donc protéger un fleuve, protéger une forêt, le droit des animaux, la biodiversité, vous en parliez tout à l'heure, et puis le droit aussi des générations futures. Et en même temps, il crée une forme d'ébullition absolument extraordinaire, donc d'innovation, l'ARN messager, pour reprendre cet exemple-là. Voilà, donc comment fait-on pour tenir une société, pour à la fois favoriser l'ébullition et l'innovation, et en même temps rassurer et embarquer tout le monde. Et la conviction, qui est, en tous les cas, qui est la mienne, c'est celui qu'il est important d'avoir la maîtrise publique de ce que l'on considère comme étant les biens essentiels, pour aller tout simplement vers un monde plus juste, parce que je crois que c'est principalement ça la question. La question des communs, c'est ce que vous voulez dire. La question des communs, c'est tout à fait C'est là ça. que vous voyez cette révolution antipatriarcale. Aussi, mais... Expliquez-moi, parce que moi je suis d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites la révolution écologique est une révolution féministe? Je crois que c'est tout un regard sur la société telle qu'elle s'est construite aujourd'hui que nous devons revisiter. Voilà, moi j'ai rencontré un chef d'entreprise récemment, je vous prends cet exemple-là pour vous démontrer l'écart et l'effort que nous avons collectivement à faire. Et ce chef d'entreprise me disait, donc d'une grande entreprise, il était en train de recruter, il a un jeune devant lui, un jeune diplômé, et qui lui pose différentes questions, mais qui finit par une question, est-ce que vos toilettes sont mixtes? Voilà, donc je crois que c'est des questions comme ça, évidemment, qui doivent immanquablement nous interpeller sur le rapport que nous avons, et pas seulement en termes de management. Donc voilà, maîtrise publique, et puis aussi, deuxième conviction forte qui est partagée, c'est la présidente de WWF qui le porte, qui dit 50% des actions de transition écologique seront portées par les territoires. Quand on dit les territoires, c'est les territoires avec leurs entreprises, leurs associations, leurs habitants, bien évidemment. Ce qui veut dire que la réponse à l'enjeu de la transition sociale et écologique passe par les territoires, et la maîtrise publique des biens communs, de l'eau, de l'énergie, du foncier, sont évidemment particulièrement essentiels. Voilà, je peux continuer, compléter, mais peut-être... On va poursuivre le débat, mais merci de l'avoir bien posé d'abord et d'avoir élevé, j'allais dire, le débat à ce niveau de réflexion. Alors, puisque vous avez évoqué une révolution féministe, on va donner la parole à la seule femme de cette table ronde. On est attentif à la tribune à essayer de jouer, bien sûr, la mixité et la parité le plus possible. Patricia Criffo, peut-être réagir à ce qu'a dit, bien sûr, Michel Bisson, mais au-delà de ça, on avait ce matin le président du MEDEF qui évoquait la nécessité d'une grande négociation sociale, qui d'ailleurs est en cours, sur la transition écologique dans le monde de l'entreprise, avec les salariés, pour essayer justement d'embarquer tout le monde. Alors, je vais essayer de répondre aux deux dimensions de manière un peu séquentielle. Autour du thème général, effectivement, de la transition juste. Dans le mot juste, il y a une vision de la justice sociale qui a deux dimensions, je pense, et ça me permettra de faire le lien avec ce que vient de dire mon prédécesseur et votre question sur les salariés. Il y a une dimension, alors je suis désolée du jargon un peu économiste, c'est ma casquette de prof, mais il y a une dimension justice distributive, c'est-à-dire l'inégale répartition des efforts à fournir entre les gagnants, les perdants, entre les riches, les pauvres, les hommes, les femmes, etc. Donc c'est la version, voilà, la vision un peu distributive du sujet. Et puis la deuxième dimension, c'est la justice plutôt procédurale, c'est-à-dire la capacité en fait à influencer les décisions. Et cette dimension-là, elle est souvent laissée de côté, en fait. Et je pense que le terme de transition juste, il a cette force vraiment majeure de les mettre les deux dimensions dans les termes du débat. Alors, sur l'aspect justice distributive, on en a déjà, ça a été évoqué d'ailleurs aussi dans la précédente table ronde. Évidemment, la transition, et puis vous l'avez dit également, elle a des dimensions qui sont fondamentalement injustes et inéquitables parce qu'elles peuvent être évitées. Donc il y a des choses à changer, il y a une véritable révolution à prendre en compte. Si on prend le cas de la précarité énergétique, si on prend en compte les enjeux de diversité, de parité, il y a effectivement des mesures correctrices qui doivent être nécessaires pour permettre d'améliorer les choses.
Il a été dit tout à l'heure qu'un ménage sur 6 en France souffrait de précarité énergétique. C'est à peu près la même chose en Europe. C'est-à-dire qu'en Europe, ça fait 33 millions de ménages qui vont être confrontés à l'incapacité de payer leurs factures et 35 millions par ailleurs, donc en plus, qui s'ajoutent, hein, qui, eux, ont du mal à se chauffer. C'est-à-dire qu'ils peuvent peut-être payer leurs factures, mais ils sont obligés de baisser la température au-delà des contraintes qu'on peut imposer sur les degrés de température. Donc voilà, 70 millions de ménages en Europe, ça interroge quand même. Et ça nécessite effectivement de prendre les choses à bras-le-corps. La deuxième dimension, comment régler les choses en fait? Quelle solution on peut apporter à ça? La deuxième dimension, la justice procédurale, c'est de se demander, mais est-ce que les gens ils ont aussi les moyens d'influer les décisions? Et là, je pense que l'enjeu écologie et démocratie, il est fondamental. C'est vraiment une conception très profonde que j'ai du sujet, c'est que pour mener à bien les efforts nécessaires pour cette transition, qui sont d'ampleur colossale, il faut de la démocratie. Il faut associer les salariés, il faut qu'il y ait une participation des salariés au processus et pas juste de la négociation. Donc là, je ne suis pas forcément... Donc est-ce qu'il faut changer le mode de gouvernance des entreprises? Voilà, exactement. C'est-à-dire associer les salariés, les faire participer, ce n'est pas uniquement les associer dans les décisions opérationnelles, dans la négociation. Ce n'est pas simplement ça, bien loin de là. C'est les faire participer au plus haut sommet de la décision stratégique, c'est-à-dire dans les instances de gouvernance. Et là, en France, en 2019, on a eu une loi qui a augmenté le pourcentage des salariés dans les conseils d'administration des entreprises. Donc on s'est dit c'est plutôt pas mal, hein. Sauf que la France, là-dedans, en fait, parmi les pays qui ouvrent la gouvernance, c'est-à-dire qui permettent aux salariés de participer aux décisions stratégiques, elle a une position particulière, la France, et elle n'est pas bonne. C'est-à-dire que c'est le dernier pays à arriver en Europe, et c'est celui qui fait le moins, qui en fait le moins. Pour le dire autrement, aujourd'hui, à peu près 30% des sièges, entre 20 et 30% des sièges au conseil d'administration d'un pays européen sur 2 sont réservés aux salariés. En France, on est entre 10 et 15%. Donc on fait 2 fois moins bien que nos homologues européens qui le font, et on le fait 2 fois plus tard, c'est-à-dire que nous, il a fallu attendre 2013 pour rendre ça obligatoire, pour commencer à rendre ça obligatoire dans les entreprises privées. On l'a fait dans les entreprises publiques, mais on ne l'a pas fait dans les entreprises privées. Et pourtant, c'est légitime, en fait. L'analyse économique, je suis économiste, donc je suis désolée, personne n'est parfait, mais elle a cette force, c'est qu'elle montre que c'est légitime de réserver ces sièges-là aux salariés, et c'est nécessaire pour la transition. Et en plus, c'est bénéfique, c'est-à-dire que... Je pourrais même ajouter qu'il arrive souvent qu'on voit dans les calculs de rentabilité que ça fait des entreprises qui vont mieux. Exactement, ça fait des entreprises qui vont mieux. Alors, les actionnaires, ils ne sont pas forcément favorables. Et pourtant, ils n'y perdent pas forcément. Mais ils n'y perdent pas en rentabilité, en productivité, en motivation, sur tout un tas de facteurs, à condition évidemment que ce soit bien fait. Et je vais rebondir sur le rôle de la place des femmes là-dedans. On a eu des lois aussi qui ont imposé des quotas, par exemple la parité dans les conseils d'administration. Je connais bien le sujet, j'ai travaillé là-dessus. C'est un des indicateurs majeurs de la RSE aujourd'hui. Hein, exactement, c'est super de mettre des femmes dans les conseils d'administration. Mais il y a un peu un syndrome Schtroumpfette. Je suis désolée, je suis un peu la Schtroumpfette ici, autour de cette table. S'il n'y a qu'un seul siège disponible, ça ne va pas changer grand-chose. Je suis super contente d'être là et franchement, Philippe, je vous remercie. Non, mais c'est moi qui vous remercie. Je suis très honorée, c'est pour moi un véritable honneur. L'année prochaine, ça sera une de mes collègues qui animera la table ronde. Compte tenu de la qualité des intervenants, franchement, c'est un honneur pour moi. Mais je suis la seule, voilà, donc c'est pas mal s'il y a un petit peu plus de place. Et pour rester sur la question des conseils d'administration, s'il y a un siège et qu'il n'y a qu'une femme donc présente et qu'en plus elle n'est pas présidente du comité d'audit, elle est présidente dans le meilleur des cas, s'il y a un comité RSE, voilà, on va lui confier un certain nombre de décisions, pas forcément les plus stratégiques. Si elle n'est pas dans le comité des nominations, si elle n'est pas dans le comité des rémunérations, l'effet global en fait va être un petit peu décevant. Donc voilà, méfions-nous du syndrome de la Schtroumpfette qui a qu'une seule place pour une femme et pas plus. Bon, voilà. je crois je ne vais pas monopoliser la parole sur ce que vous avez dit tous les deux. Je pense que Laurent Berger l'a écouté. La CFDT, évidemment, à la fois sur la question de la participation des salariés dans les conseils, évidemment, c'est un combat que vous avez porté depuis très longtemps. Je ne parle même pas des sujets de RSE, de la place des femmes. Peut-être j'ai envie de vous entendre, Laurent, peut-être répondre à cette question de est-ce que notre société pourrait craquer avant la planète? Parce que vous êtes un observateur, évidemment, à la fois engagé et attentif de ce qui se passe aujourd'hui dans la société et dans le monde du travail. On vit un moment très particulier. On parlait de précarité énergétique. Bon, l'État vient un peu au secours, mais on sait bien que ça ne pourra pas durer éternellement. On voit déjà un certain nombre d'aides commencer à être réduites. Donc, on a quand même un problème, et qui n'est pas qu'un problème du court terme, ça a été dit dans la précédente table ronde, c'est un problème aussi pour demain. Alors,
vous, la CFDT, vous avez travaillé à quelque chose qui s'appelle le pacte du pouvoir de vivre. Ça date de bien avant la guerre en Ukraine et la crise énergétique. J'ai regardé, il y avait déjà l'anticipation d'un certain nombre d'actions à mener. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu raison avant tout le monde ou de pressentir ce qui est en train de nous arriver? Et j'ai surtout envie de savoir comment vous voyez les choses. Voilà, 2023 et la décennie qui vient, c'est des changements considérables, extrêmement profonds. Est-ce qu'on en a pris la dimension? Bonsoir, merci de l'invitation. Moi, en fait, je m'en fous un peu de savoir qui a eu raison avant les autres. Ce qui est important, c'est ce qu'on est capable de faire maintenant pour que les choses aillent mieux. Et très clairement, nous, ça fait un moment qu'on a évidemment perçu que l'interaction entre les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux était extrêmement forte. Je vais essayer d'illustrer ça. Et que tout cela avait une forte résonance avec les enjeux démocratiques qui sont les nôtres dans cette période. Et pourquoi c'est très lié, les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux? On a souvent coutume de dire, par exemple, quand dans tel ou tel secteur industriel, on va faire évoluer le modèle productif, c'est le cas de l'automobile, pour prendre un exemple très emblématique, il va falloir le faire en se souciant de l'avenir professionnel des travailleurs et des travailleuses, de la façon dont ils vont être accompagnés, formés, etc. Et donc et on peut faire le même exemple de lorsqu'on prend des décisions qui sont nécessaires pour l'environnement, pour la transition écologique, il faut se préoccuper de l'impact social. On peut dire la même chose sur les zones de faible émission. C'est plutôt quelque chose de positif dans une logique de planification écologique. Mais si c'est fait en méprisant le côté social, la mobilité d'un certain nombre de citoyens, de travailleurs, notamment les plus modestes, vous n'aurez pas d'acceptation sociale. Mais on oublie aussi que dans l'autre sens, ça marche. On aura même une révolte. Bien sûr, comme on a déjà eu. On oublie aussi, mais on oublie que ça marche dans l'autre sens. Il y a des défis écologiques qu'on ne pourra pas relever si on ne traite pas le sujet social. L'ambition qui est la nôtre aujourd'hui, assez partagée, de la rénovation thermique des logements, si vous ne vous préoccupez pas de la formation d'un nombre suffisant de personnes, de leurs conditions de travail, de leur reconnaissance dans leur travail, y compris en termes de rémunération, vous n'atteindrez jamais vos objectifs. Et donc, moi, je pense que ça, c'est un enjeu fondamental. Et maintenant, la question, c'est, on est à peu près tous d'accord là-dessus. En fait, c'est des étapes. On n'a pas toujours été d'accord. C'est pour ça que nous, on a créé le pacte du pouvoir de vivre, en disant, attendez, manier ces deux enjeux-là, parler de transition juste, il faut qu'on dise un peu comment ça se passe. Mais maintenant, il faut qu'on se soucie de l'efficacité de cette approche-là. Et il faut qu'on le fasse sujet par sujet. Il faut qu'on le fasse à différents niveaux. Tout ne se passera pas dans des grandes décisions macro globales. Il y a des choses qui se passent dans les territoires. Il y a des choses qui se passent. Et ce qu'il est nécessaire de se dire, c'est que finalement, cette transition juste, c'est un enjeu d'efficacité. Je viens d'essayer de l'illustrer rapidement. C'est un enjeu démocratique. Et ça veut dire que ça nécessite de l'anticipation. Et ça, on n'est pas très bon, en fait. Ça fait quand même longtemps que dans un certain nombre de secteurs économiques, on sait qu'il va falloir faire évoluer le modèle productif. Et on peine à le dire, à le faire, y compris parce que... Je vais prendre deux exemples de problèmes d'anticipation. L'énergie, on a 10 ans de retard dans un certain nombre de sujets, que ce soit les ENR ou les EPR, pour ceux qui sont pro-nucléaire ou pas. Mais enfin, visiblement, il faut les deux. Et puis le rail, on avait ce matin Jean-Pierre Farandou, il parlait de 100 milliards d'investissement à 15 ans pour traiter le sujet du transport, pour prendre que ces sujets-là. Le sujet, si on prend le sujet du rail, c'est une forme d'hypocrisie collective, c'est-à-dire qu'on a tout fait pour réduire les investissements, réduire on a eu une logique, on va pas se raconter l'histoire, et c'est une responsabilité partagée. Moi, j'aime pas trop la recherche de culpabilité, mais depuis des décennies maintenant, la logique, ça a été plutôt une baisse du rail, à part quelques grands projets emblématiques. Et aujourd'hui, on sait que c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Et donc, ça, c'est voilà, une absence d'anticipation. Mais même à l'échelle plus micro dans les entreprises, on est dans l'absence d'anticipation. Et donc, moi, je crois que l'anticipation, c'est fondamental. La délibération, je suis d'accord avec le côté... la transition juste, c'est les mesures qui sont prises, et c'est le fait que les citoyens et les travailleurs, selon les endroits dont on parle, ils aient une prise sur les choix qui sont délibérés. Et ça parle de gouvernance, je suis d'accord, on est en retard,
Nous, on est souvent accusés, y compris par un des interlocuteurs, un des intervenants de ce matin, de vouloir l'autogestion, ce qui est... c'est une accusation un peu facile, d'ailleurs ce n'est pas un gros mot, mais c'est vrai qu'il faut une gouvernance partagée beaucoup plus forte entre les représentants du travail et ceux du capital. C'est une question de dialogue social dans l'entreprise, des instances de représentation du personnel qui peuvent peser sur les choix stratégiques, qui peuvent dire la façon dont se passe le travail, les impacts que ça va avoir. C'est une question de reconnaissance des travailleurs dans l'apport qui peut être le leur, y compris pour s'inscrire dans cette transition écologique à travers le dialogue professionnel. Donc, il faut à tout prix qu'on ait ces espaces de délibération et de choix qui soient partagés au sens de compromis parfois. Vous attendez quelque chose de la négociation sur la transition écologique évoquée par Geoffroy Roux de Bézieux? J'en attends quelque chose. Ça se termine le 22 décembre, donc il serait temps de sortir quelque chose. Ça peut être prolongé, mais... Oui, j'en attends quelque chose, y compris dans le sens que ça permette d'avoir une déclinaison. Vous savez, pour faire un parallèle, c'est comme quand on a discuté, on a dialogué sur le télétravail. Après, ça a permis de donner des guides dans les entreprises pour savoir comment on fait. Il faut aider, je crois, les acteurs de l'entreprise, dans un moment de forte anxiété, ça a été dit par Michel, pour qu'à un moment donné, ils aient les outils et les façons de faire pour s'inscrire dans cette transition écologique. Mais c'est clair, dans les entreprises, ça se fera avec les salariés, ou ça ne se fera pas, ou ça se fera mal, ça se fera dans les crises. Dernier point, qui a été souligné aussi, c'est l'effort partagé. L'effort partagé. Si on ne se pose pas la question de la fiscalité, notamment de la fiscalité écologique, eh bien, on aura du mal à aller vers ces efforts partagés. Nous avons le ministre qui vient d'arriver et qui va parler dans quelques minutes. Je vais donner la parole à un jeune entrepreneur de l'économie sociale et solidaire, Yann Lemoine. Je vous ai rencontré il y a quelques mois. On a fait un débat. Je vous ai trouvé extrêmement intéressant sur la vision du changement de modèle qui était nécessaire. Et au travers de l'entreprise que vous représentez, qui s'appelle Les Biens en commun, vous allez nous en dire quelques mots, ce que vous faites. Vous avez une approche que j'ai trouvée assez politique, en fait, qui est assez au cœur de la question qu'on pose. Est-ce qu'on fait en sorte que la société tienne ou est-ce qu'on la laisse éventuellement aller à la catastrophe? Et on est aujourd'hui face à ce moment quand même où on joue notre destin. Effectivement, merci pour l'invitation. C'est un honneur d'être à cette table ronde et donc tu considères que ce que j'ai à dire vaut l'invitation. Effectivement, donc Yann Lemoine, je suis fondateur d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Les Biens en commun. On est sur Lyon. Et c'est vrai que pour moi, c'est un outil au service de ma vision politique qui me passionne. Tous ces enjeux de politique me passionnent depuis 15 ans déjà. Les biens en commun, l'idée, c'est de proposer une alternative désirable, crédible à l'achat et à la propriété des équipements du quotidien qu'on a chez soi et dont on se sert une fois par semaine, par mois, par an, voire moins. L'aspirateur, la perceuse, l'appareil à athlète, le vidéoprojecteur, etc., etc., etc. La machine à laver? Alors plutôt des petits équipements, parce que je vais vous expliquer notre solution. Mais bien sûr qu'il faudrait des buanderies dans tous les immeubles, naturellement. Le partage entre voisins, ce serait l'idéal. Hein, mais force est de constater que ça ne se fait pas parce que c'est contraignant pour les habitants. Et aujourd'hui, on ne veut pas accepter de contraintes. On a été habitué à ça depuis 10, 20, 30 ans. Donc si on veut embarquer une majorité des gens dans la transition, et c'est bien de ça dont il s'agit, pas d'embarquer juste 0,1% des colos-bobos, un peu comme moi, j'ai acheté mon aspirateur pour autant, il faut une alternative désirable, c'est-à-dire lever les contraintes. Et donc nous, ce qu'on s'est dit, ou ce que j'ai eu l'idée en 2016, c'est de dire, pour les vélos en libre-service, on a réussi à l'industrialiser en faisant le Vélib ou le Vélove. Est-ce qu'on ne peut pas faire pareil pour les équipements du quotidien? C'est-à-dire que notre entreprise, on met des casiers connectés dans les halls d'entrée d'immeubles résidentiels, mais aussi des bureaux, demain la poste, des commerces. On y met à disposition de l'équipement. Donc c'est de la location, ce n'est pas du partage entre voisins. On assure les tournées d'inspection, on assure la gestion utilisateur et les habitants ont une application qui leur permet de réserver leur aspirateur, leur perceuse, l'appareil à athlète pour 1 heure pour un week-end, maintenant ou pour dans un mois. Et l'idée, c'est d'arriver à faire en sorte que dans un immeuble aujourd'hui, 40 appartements, 40 aspirateurs qui passent 99% de leur temps dans un placard, bah demain, on passe à 40 appartements, 3 aspirateurs de meilleure qualité éco-conçus avec notre partenaire SEB, hein, et ça sur 20 équipements, et ça sur 10 000 immeubles sur le territoire. Et je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir en termes de réduction de production, de réduction de déchets, d'amélioration... Mais ça, Yann, ça s'appelle la sobriété ou la décroissance? Bah, c'est de la sobriété, mais pour moi, in fine, je pense que ça va aboutir à ça et qu'il faut organiser la sobriété. Ça ne doit pas être un objectif en soi, la décroissance. La question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui, c'est quels sont nos besoins? Il faut se nourrir, il faut se vêtir, il faut se loger, il faut avoir un peu de divertissement, il faut s'impliquer dans la vie locale, politique, syndicale, etc. Il faut avoir du temps pour soi et ses amis.
on a ces besoins. Comment est-ce qu'on y répond de la manière la plus sobre possible? Je prends un exemple toujours très concret. J'ai besoin de fermer ma chambre la nuit avec des volets pour qu'il fasse nuit, quoi, pour dormir. Eh ben, des volets en bois, ça le fait, non? Est-ce qu'on a besoin de volets électriques? Est-ce qu'on a besoin de volets qui se ferment quand on cligne de l'œil? Est-ce qu'on a besoin de volets à commande vocale? Non, eh ben, on ne le fait pas. Est-ce qu'on a besoin de se déplacer sur de longues distances, parfois avec une voiture? Oui. Est-ce qu'on a besoin d'un SUV de 2 tonnes qui a des radars de recul, qui va faire demain un toaster? Non. On est dans l'aberration la plus complète. C'est-à-dire que pendant un moment, jusque dans les années 70-80, la production et la croissance de la production étaient utiles. Et dans bien des pays du monde, elle est encore utile. Chez nous, on est passé dans une logique maintenant de superflu. Donc on produit des trucs de plus en plus inutiles. On a 10 paires de chaussures, on a 30 jeans, on peut changer de téléphone tous les ans, on peut changer de voiture tous les 3 ans. Et à côté de ça, on s'alimente de moins en moins bien, on s'éduque de moins en moins bien, on se soigne de moins en moins bien. Je parle pour la population, pas les gens qui peuvent se permettre d'accéder au privé, au service privé. Mais l'objectif, c'est bien de permettre à tout, enfin je pense, à tout le monde d'avoir une vie décente. Donc finalement, la question, c'est comment, pour moi, on est arrivé au bout d'un modèle qui a fonctionné. C'était un modèle dont la stabilité était basée sur la consommation de masse et produire pas cher. C'était ce qu'on finance, et c'est ce qui assurait la stabilité via l'emploi notamment, et via les services publics issus des taxes sur la production-consommation. Aujourd'hui, on n'a pas le choix, il faut produire mieux. Le système n'est pas capable de faire ça globalement parce que c'est moins rentable, de mieux prendre en compte le salarié, l'environnement et la communauté. C'est moins rentable, sinon on l'aurait fait. Les entrepreneurs, les investisseurs ne sont pas des mauvaises personnes en soi, c'est juste qu'à la fin, il faut être rentable et plus rentable que le voisin. Donc on ne peut pas aller internaliser les externalités négatives. C'est juste pas possible. Et au-delà de produire mieux, il faut aussi produire beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Produire mieux ne suffira pas, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Mais ça, finalement, je ne pense pas que on ne peut pas attendre d'un acteur privé qu'il fasse ça. L'acteur privé va attendre de la rentabilité. Produire moins, produire mieux, ce ne sera pas rentable. Et donc, on parlait des communs. Comment est-ce que le collectif, les pouvoirs publics à toutes les échelles, parce que je suis d'accord, ce ne sera pas un truc étatique, ce sera au niveau des territoires, comment est-ce que les pouvoirs publics, c'est-à-dire nous, citoyens, chefs d'entreprise, politiques, associatifs, etc., est-ce qu'on peut décider de ce qu'on fait demain? Et celui qui décide de ce qu'on fait, c'est celui qui décide ce qu'on finance. Et celui qui décide ce qu'on finance, c'est celui qui crée l'argent et qui investit l'épargne. Et aujourd'hui, depuis 40 ans, enfin même depuis 70 ans, mais il y a eu le tournant néolibéral des années 80 qui l'a accentué, c'est des acteurs, c'est des intérêts privés qui ont ce pouvoir de faire. Et ça a très bien marché, encore une fois. Ça a très très bien marché. On produit énormément pas cher. C'est fantastique d'une certaine manière. Mais simplement aujourd'hui, il faut faire totalement l'inverse. Il faut produire mieux et moins. Donc ce n'est pas avec un système qui avait des objectifs totalement à l'opposé, qui a parfaitement fonctionné, qu'on va aller dans l'autre sens. C'est juste de la logique pour moi. De mon point de vue. On va écouter peut-être ce qu'en pensent nos autres interlocuteurs en quelques minutes, mais vous avez évidemment posé la problématique. Ce qui se passe aujourd'hui, peut-être à la fois Michel Bisson, Laurent Berger et Patricia, pour terminer le tour de table avant d'écouter le ministre, est-ce qu'on est à la veille d'un changement de système, de modèle économique, d'après vous? Est-ce que la crise de l'énergie nous oblige à repenser nos modèles de consommation? Est-ce qu'on n'a pas vécu effectivement, enfin, j'emprunte les mots du président de la République, dans un monde d'abondance et qu'il faut commencer à penser un monde de moindre abondance? Ça ne veut pas forcément dire de rareté où on va devoir se priver, mais on va peut-être devoir le penser différemment. Michel Bisson et Laurent Berger, puis Patricia pour conclure. Moi, je réponds oui à la question et j'adhère totalement à ce qui vient d'être dit. On a besoin de moins consommer. Voilà. Il y a des choses dont on a moins besoin, c'est très bien dit. On n'a pas besoin d'avoir 5 t-shirts dans sa garde-robe. Un t-shirt fabriqué en France, ça suffit. Et en même temps, il y a des sujets comme le mal logement sur lequel il y a une croissance nécessaire pour que tout le monde soit bien logé. Voilà. Donc il y a des sujets de cette nature-là. Après, pour reprendre des sujets plus territoriaux et de manière à croiser toutes les dimensions, j'évoquais la maîtrise publique de l'eau. Elle est importante pour des raisons écologiques parce que maîtrisant la totalité du grand cycle de l'eau, on peut aussi traiter la biodiversité. Mais en traitant la biodiversité, on maîtrise les coûts. En maîtrisant les coûts, on est capable de baisser les coûts pour les habitants, dimension sociale. Et puis la manière dont on gère le dispositif, c'est à travers un conseil d'exploitation où des associations d'habitants viennent donner leur mot et décident avec nous.
dimension démocratique. Quand on parle d'énergie locale, c'est donc le recyclage des déchets. Voilà, il y en a trop, même si on aspire à ce qu'il y en ait évidemment moins. C'est aussi la géothermie en eau profonde, donc écologie, partenariat bien évidemment avec des industriels, maîtrise du coût de l'énergie, dimension sociale, et là aussi participation des habitants. On parle aussi de l'alimentation, enfin du foncier et donc de l'alimentation et de l'agriculture. On mange tous, évidemment, espérons-le, plusieurs fois par jour. C'est donc un sujet commun. C'est un sujet commun dont nous nous sommes emparés pour faire en sorte de faire évoluer notre modèle, une alimentation plus saine, dimension sociale, une dimension économique aussi, pour soutenir les agriculteurs qui ont besoin, là aussi, d'une certaine mutation. Et pour reprendre ce que vous venez aussi de dire, en matière de démocratie, on a tendance à avoir des approches qui sont souvent des approches très verticales, où le pouvoir pose des questions et les habitants répondent aux questions que l'on pose. Et je crois que le modèle qui est sous-jacent à ce que vous avez exprimé, c'est arrêtons de poser des questions, mais regardons tout simplement les idées, les initiatives qui partent du terrain, mettons-les ensemble, une première initiative, une deuxième, une troisième, on les met ensemble et ça émerge. Et quand ça émerge, ça donne des recycleries, par exemple, et des recycleries qui sont bénéfices évidemment à tout un quartier. Merci beaucoup de votre réponse. Laurent, peut-être même question. Est-ce qu'on est à la veille ou à l'ébauche de grands changements, de notre façon de penser peut-être la production et la consommation? D'abord, on parle de crise énergétique. En fait, la crise énergétique qu'on subit là aujourd'hui, liée à la situation géopolitique et à la guerre, c'est juste l'avance de face par rapport à de toute façon ce qui allait arriver. Avec la nécessité de la sobriété. Alors, c'est plus douloureux, évidemment, pour de multiples raisons. Mais vous savez, est-ce qu'on est à l'aune d'un changement de système? Ça dépend de nous. Mais ça ne passera pas sans changement de système sur un certain nombre de choses. Ça ne changera pas si on n'est pas capable de revoir une partie de notre pacte social avec des pouvoirs accrus aux travailleurs pour faire face aux changements qui sont devant eux. Ça ne passera pas si on ne voit pas une partie de notre pacte républicain avec une contribution mieux répartie des efforts entre les uns et les autres. Moi, je n'ai pas été choqué par le discours, c'est la fin de l'insouciance et la fin de l'abondance. Mais ça arrive dans une société qui est totalement incandescente. Et donc, pour faire baisser cette incandescence, il faut aussi un peu de décence. Et aujourd'hui, quand vous écoutez, y compris les citoyens, mais une grande partie des travailleurs, ils ont le sentiment d'une indécence dans les efforts partagés, dans la répartition de la richesse produite et dans l'entreprise, dans les efforts en termes de fiscalité. Donc, oui, on est à l'aune d'un changement, d'une évolution de notre système. Mais ça a été dit tout à l'heure par Michel, on aura le choix. On le fera dans une volonté partagée et de réduire les injustices, les inégalités, ou ça se fera de façon extrêmement brutale avec des résistances très très fortes. Et ça nécessite que ce soit, comme ça a été dit, l'ensemble de la société qui se mette en mouvement, mais avec une capacité d'écoute. On n'a plus besoin de grandes décisions prises à quelques-uns qui devraient irriguer, pour une raison simple, c'est que ça ne marche pas. Ce qu'on voit tous les jours, c'est la capacité à innover dans les territoires. On a besoin de permettre, l'État a besoin, je crois, de permettre cette anticipation, de donner une vision, de donner les moyens d'agir, de donner de la responsabilité et du pouvoir à ceux qui n'en ont pas assez aujourd'hui, et puis de le faire en faire confiance aux citoyens, aux territoires, aux salariés et aux entreprises. Oui, bien sûr, et à la société civile. Le pouvoir, une démocratie, ça n'a jamais été le dirigeant, les élus et le peuple. Il y a une société civile, c'est ce qu'on a voulu construire à travers le pacte du pouvoir de vivre et qui fonctionne bien sur des objets très concrets. On a fait un gros travail sur la filière automobile, par exemple, pour montrer que c'était possible. Et c'était possible de faire cette transition écologique et énergétique et en même temps de maintenir de la justice sociale. Allez, le mot de la fin. À vous, Patricia. Oui, moi je pense qu'il faut redonner du pouvoir et du sens, on va dire, aux parties prenantes qu'on n'a pas forcément beaucoup écoutées dans le passé. Les salariés, je l'ai dit tout à l'heure, ça a été redit, la société civile, et puis les jeunes, en fait, voilà, s'il y avait un mot pour la fin, je pense que ceux qui vont subir les conséquences de manière la plus dramatique, c'est quand même Dans les difficultés de recrutement des entreprises pour faire venir les jeunes, justement, qui demandent que les entreprises là-dessus soient de plus en plus exemplaires, même si elles ne sont pas au conseil d'administration, les salariés n'y sont pas partout, en tout cas on a du retard, ça met une pression énorme. On voit que ça change quand même beaucoup aujourd'hui dans les entreprises, ce n'est pas Laurent Berger qui
me dira le contraire. Vous sentez ça aussi dans Exactement. l'enseignement Exactement. L'école polytechnique, voilà, le mouvement, le manifeste pour un réveil écologique, enfin, voilà, nos étudiants font partie des fondateurs de ça. Ils nous demandent les choses et en fait, moi j'ai fait personnellement le choix de les impliquer aussi, c'est-à-dire de leur faire travailler sur cette transition écologique, évaluer le plan climat de la ville de Paris. On a un partenariat pour ça et puis les mobiliser. Je les ai emmenés il n'y a pas longtemps à la COP parce qu'on a obtenu l'accréditation, donc les faire participer au débat, à la négociation, à la discussion et en faire une plateforme de démonstration aussi. On a un campus où on essaye de faire des démonstrateurs de transition écologique, donc en associant les étudiants, ça je pense que c'est vraiment fondamental. La bonne nouvelle, c'est que pour faire la transition écologique, on aura besoin de beaucoup d'ingénieurs, donc continuez à Polytechnique à former de bons ingénieurs. Merci pour tous les quatre pour vos propos. La transition est toute...